Les soins critiques, ça vous dit quelque chose? Avec la crise sanitaire liée à la Covid-19, tout le monde a entendu parler de la réanimation. Cette activité hospitalière, qui est de loin la plus connue, fait partie d'un ensemble plus vaste dénommé soins critiques, qui regroupe la réanimation, la surveillance continue et les soins intensifs. Entre la mi-mars et la mi-avril 2020, sur une partie du territoire, la pandémie a créé un double choc. Le nombre d'entrées à l'hôpital pour Covid a augmenté massivement et brutalement, occasionnant aussi une très forte tension sur la réanimation, aggravée par une durée d'hospitalisation exceptionnellement longue de ces patients au cours de cette première vague. Si le système a globalement tenu, c'est largement en raison de la déprogrammation des soins non urgents qui a permis de ralentir l'activité hospitalière ordinaire, notamment en chirurgie, et de doubler rapidement les capacités de réanimation. Ainsi de 5 080 lits au 1er janvier 2020 à 10 700 lits le 15 avril. Ces lits n'ont pas été créés par magie, mais par des redéploiements des personnels depuis d'autres unités hospitalières. Il sera d'ailleurs impératif d'évaluer les conséquences de ces déprogrammations massives pour la santé de nos concitoyens. La question que nous nous sommes posée est la suivante. Les soins critiques dans notre pays étaient-ils préparés à affronter ce choc? D'abord, le nombre de lits de réanimation, s'il a progressé de 0,17% par an depuis 2013, a augmenté 10 fois moins vite que le nombre de personnes âgées dans la même période. Or, cette comparaison est essentielle, car les personnes âgées représentent 2/3 des malades en soins critiques. Surtout, le taux d'équipement en soins critiques est inégal selon les régions, et la chance d'être admis dans un service de soins critiques, quand c'est nécessaire, n'est pas la même pour tous les Français. L'explication ? Ces dernières années, les pouvoirs publics ont poursuivi un objectif, louable certes, mais insuffisant. Regrouper des petites unités de soins critiques isolées sur des plateaux techniques mieux étoffés pour améliorer la qualité des soins. Dans le même temps, le taux d'équipement mesuré au regard du vieillissement de la population s'est dégradé, même s'il reste proche de celui de l'Allemagne. Bien qu'il n'apparaisse pas pertinent de dimensionner l'offre de soins critiques à des épisodes de crise sanitaire de nature exceptionnelle, la Cour recommande d'évaluer l'impact du vieillissement de la population sur les besoins d'hospitalisation en soins critiques à long terme et ainsi d'adapter l'offre en conséquence. Deuxième fragilité, les ressources humaines qu'elles concernent les médecins ou les infirmiers. Ainsi, la proportion de postes de médecins vacants en anesthésie et réanimation est supérieure à celle constatée dans les autres spécialités hospitalières, surtout dans les établissements de taille moyenne. Et cette tendance va s'accentuer, compte tenu de la pyramide des âges des anesthésistes-réanimateurs. Compte tenu des besoins, le nombre de postes proposés à l'internat est aujourd'hui trop faible. Concernant les personnels infirmiers, les tensions sont fortes également. En anesthésie-réanimation, un infirmier sur 4 quitte son poste chaque année. De plus, ces infirmiers ne reçoivent pas de formation spécifique à la réanimation. Ils se forment en arrivant dans le service. La Cour formule une recommandation qui porte à la fois sur les effectifs et sur les qualifications des personnels et leur reconnaissance. Troisième fragilité, le financement peu incitatif de la réanimation. Ouvrir un lit en réanimation médicale, c'est l'assurance de réaliser un déficit estimé à 115 000 € par an en moyenne. Ce mode de financement n'est pas adapté et il y a un fort effet de ciseaux entre des baisses tarifaires et des charges qui augmentent, notamment du fait des contraintes réglementaires. C'est pourquoi la Cour recommande de trouver un modèle de financement plus adapté des soins critiques.